Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous irons au Kenya voir comment jouer aux échecs peut permettre à certains de sortir de la drogue et d'autres addictions. Il est bien de protéger les espèces naturelles car cela constitue un patrimoine qui met en valeur toute l'humanité. Mamadou Sakho est passionné par l'écologie et il compte déjà plusieurs succès à son actif. Nous serons au Sénégal pour le rencontrer. Rencontre avec l'artiste centrafricaine Massanga qui ne cesse de faire parler d'elle grâce à sa voix. Où partir en vacances, c'est dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine. Dans le bain des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Yacouba Ouedraogo nous donne des updates. Let's learn some English with Michel Joseph dans Angle Express. Mais d'abord, Ekia, direction le Malawi. Effectivement, Roger, on commence au Malawi où il y a la première école imprimée en 3D. En tout cas, c'est ce qu'affirme un groupement d'entreprises sous la dénomination 14 Trees. Alors, le groupe helvético-britannique espère pallier ainsi au manque de classes dans des pays comme le Malawi grâce à la fabrication d'ordinateurs faits maison. C'est ce que nous rapporte sur place Lamek Massina, Réci, Munga, Marius. Adifou Maulana a quitté l'école en 2014 pour échapper à la punition qu'elle recevait souvent pour son arrivée en retard. Elle a dû marcher 7 km pour se rendre au cours sous un arbre en raison du manque des salles de classe au Malawi. Mais grâce à ce qu'on appelle la première école imprimée en 3D au monde, Maulana a repris son apprentissage. Je suis heureuse parce que je vais réaliser mon rêve de devenir enseignante, parce que l'école est plus proche maintenant. Je n'arriverai plus en retard à l'école et les cours se passent bien. Maulana fait partie des dizaines d'étudiants bénéficiant de l'école qui a été construite à l'aide d'un ordinateur. Le projet appelé 14 Trees est une joint-venture entre le cimentier suisse Lafarge Holcim et le gouvernement britannique. Il vise à construire rapidement des logements abordables et des écoles dans des pays africains comme le Malawi, qui manque plus de 36 000 salles de classe selon les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. L'autre avantage est aussi que vous réduisez drastiquement la quantité de matière dont vous avez besoin pour l'impression. Et c'est abordable, ce qui signifie que ces bâtiments deviennent moins chers, mais que le CO2 est également réduit, ce qui, au Malawi, représente jusqu'à 70% de moins de CO2 émis par le bâtiment. La technologie leur a permis de construire cette école en 18 heures environ. Construire à la main aurait pris environ 3 semaines. Mais alors que l'impression 3D pourrait transformer la construction à travers le monde, le coût élevé est un défi. L'école coûte environ 50% de moins à imprimer qu'à construire, tandis que la machine coûte environ $500. Maintenant, l'autre chose que nous voulons considérer à ce stade sera celle-ci. Si le développement est le bienvenu, à qui appartiendra la machine d'impression 3D ? Est-ce que ce sera l'entrepreneur local ou le gouvernement va-t-il l'acheter et ensuite commencer à imprimer toutes ces salles de classe partout ? C'est peut-être une discussion pour un autre jour. Mais les responsables de la mise en œuvre du projet affirment que les coûts ne diminueront que lorsque les matériaux commenceront à être produits localement. Pendant ce temps, 14 Trees prévoit de continuer à démontrer la puissance de la technologie en imprimant davantage d'écoles et des maisons au Malawi, ainsi qu'au Kenya et au Zimbabwe. Merci à Lamek Massina pour ce beau reportage. Technologie, quand tu nous tiens, voir ces enfants dans leur nouvelle salle de classe me fait chaud au cœur. Moi, je vous dis, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai chaud au cœur. Car ils ont besoin d'étudier dans de bonnes conditions. L'évolution de la technologie d'impression 3D au cours des 10 dernières années s'est accompagnée d'un élargissement de l'éventail de ces applications. À part ce que nous venons de voir, elle est d'ores et déjà utilisée pour créer des pièces automobiles, des prototypes 3D de produits de consommation ou encore des équipements médicaux. Et on le voit bien, ce n'est qu'un début, chers amis. Ce n'est que le début. Là, il y a beaucoup d'autres choses à venir, ça c'est sûr. Let's wait and see, comme disent les Américains. Let's wait and see. Peut-être qu'un 3D pourra fabriquer un Roger Montou.
Écoutez, je le disais au sommaire, hein, direction le Sénégal à présent, où nous allons partir à la rencontre d'un jeune militant pour l'environnement, hein, qui fait bouger les lignes. Mamadou Sakho est passionné par l'écologie et il compte déjà plusieurs succès à son actif, notamment une pétition qui a réuni plus de 25 000 signatures. Hein. Elle appelait à la création d'un parc sur le site de l'ancien aéroport de Dakar. Un rêve qui deviendra bientôt réalité. Regardez plutôt, c'est un reportage d'Alison Lekogo Fernandez et Mbaye Ndir. Suivons. Sur la corniche ouest de Dakar, ces trois jeunes sont venus en repérage. Dans quelques jours, la ligne de départ de la randonnée verte qu'ils organisent est prévue ici. L'événement, qui se veut sportif et convivial, est conçu par un collectif d'associations environnementales. Mamadou Sakho est l'un des organisateurs. Il est le fondateur de l'association Jadna, qui promeut le jardinage et sensibilise aux questions environnementales. Dans mon enfance, Dakar était encore, un endroit vert, qui avait beaucoup de nature, beaucoup de faune, beaucoup de flore. Et en ayant grandi dans cet espace-là, j'ai toujours été imprégné par l'environnement et sa protection. J'ai constaté qu'après beaucoup d'années, il y a eu une certaine dégradation qui m'a malheureusement rendu un peu malheureux. En 2016, Mamadou revient vivre au Sénégal, son pays d'origine, après plus de 20 ans passés en France. Diplômé d'école de commerce, il travaille dans le marketing pharmaceutique et c'est sur son temps libre qu'il lutte pour la préservation de l'environnement. Il y a 2 ans, avec son ami Youssoum Mboup, monteur professionnel, il réalise un documentaire autofinancé baptisé Sénégal Vert, Horizon 2035. Le but, c'était de sensibiliser la population, de sensibiliser surtout la mairie de Dakar pour qu'il y ait plus d'espaces verts, de protéger l'écosystème, de protéger la diversité et de protéger aussi le littoral. Si on laisse le littoral comme ça avec des bétons, nos arrière-petits-enfants vont dire quoi? Et pour mobiliser sur ces questions, Mamadou entend se servir de tous les moyens qui sont à sa disposition. En premier lieu, les réseaux sociaux. Avant, il fallait une pancarte. Il fallait crier fort. Maintenant, on peut le faire de chez soi, au fond de son lit ou de son canapé ou sur la table à manger. On peut toucher le monde. Donc, je me suis dit tout simplement que Internet, les réseaux sociaux est un outil qui permettrait de parler à tout le monde et de mobiliser, de se battre pour une cause. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que l'année dernière, sa pétition appelant à la création d'un Central Park sur le site de l'ancien aéroport de Dakar recueille plus de 25 000 signatures. Quelques mois plus tard, les autorités sénégalaises annoncent la création d'un petit parc de 10 hectares sur une partie de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. 10 sur 600, bien évidemment, c'est très peu, mais je pense que lorsque les autorités, les décideurs comprendront l'impact que ce parc peut avoir en termes de tourisme, en termes de mixité sociale, en termes de bien-être, en termes de qualité de l'air, je pense qu'ils reverront leur copie et mettront plus que 10 hectares. Les travaux de ce parc devraient bientôt débuter. À ce jour, la capitale sénégalaise ne dispose que de très peu d'espaces verts. Dakar ne compte qu'un seul véritable parc, celui de Han, qui couvre une superficie de 60 hectares. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci pour ce beau reportage qui nous montre que parfois la nature reprend ses droits et ce n'est pas pour nous déplaire. Autre destination, autre ville, nous allons à présent au Kenya où plus de la moitié des 5 millions d'habitants de la capitale vivent dans des bidonvilles. Faute d'éducation parfois, de moyens ou par ennui, beaucoup de jeunes se tournent vers la drogue et le crime. Pour pallier à ça, un quartier s'est donné la mission de les ramener dans le droit chemin grâce au jeu d'échecs. Et vous allez voir, cela marche parfois. C'est un reportage de Lenny Ruvunga et récit Blanche Sanou. Sarah Momani est une joueuse d'échecs à Mukuru-Gwa-Jenga, l'un des quartiers défavorisés du Kenya. À 15 ans, elle est devenue une icône pour les adolescents dans le sport, même si ses débuts n'ont pas été faciles. Quand j'ai commencé à jouer aux échecs, c'était difficile parce que j'étais la seule fille. Ma grand-mère n'aimait pas cela parce que je jouais avec les garçons. C'était vraiment dur. Il y a 5 ans, le ministère de la sensibilisation au sport a introduit les échecs dans ce quartier informel pour aider à maintenir les jeunes à l'écart de la drogue et du crime. Chaque samedi, les élèves s'entraînent ici pendant 5 heures.
Le sport a fourni un moyen sûr à Moumani et à d'autres jeunes résidents de se perfectionner et perfectionner leurs compétences. L'initiative d'échecs a attiré environ 800 étudiants de diverses écoles de Mukuru-Gwadjenga où vivent environ 1,5 million d'habitants. Socialement, c'est bien pour eux parce qu'ils peuvent collaborer avec d'autres jeunes dans la société et dans leurs écoles respectives. Ils se débrouillent bien, ce qui veut dire qu'ils développent un esprit critique et créatif également. John Mukabi, le responsable des Jeux d'échecs au Kenya, a déclaré à la VOA que ce sport est confronté à des défis dans le pays. Pour ces quartiers défavorisés, comme ici à Mukuru-Gwadjenga, il n'y a pas de connexion Internet et les enfants ont besoin d'ordinateurs portables et d'échiquiers. Pourtant, les jeunes résidents arrivent à jouer aux échecs malgré les obstacles. Quant à Moumani, elle continue à pratiquer tous les jours et espère devenir un jour un grand maître. Merci à Lénie Rouvaga pour ce beau reportage et bravo à ces jeunes car ça fait toujours plaisir de voir les jeunes s'entraider entre eux en tout cas. Parlons à présent vacances. Les vacances d'été sont probablement celles que l'on prépare le plus à l'avance avec le plus de plaisir et d'excitation. Que vous cherchiez du dépaysement, un lieu où vous défoulez ou un endroit paisible pour buller, au village en tout cas ou en ville, vous trouverez des coins super bien, ça c'est sûr. Nous vous avons posé cette question dans hashtag vous et nous de cette semaine. Comment allez-vous passer vos vacances? Pourquoi avoir choisi cette destination? Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à nos questions. On vous dit merci infiniment pour le temps que vous prenez pour répondre à nos questions. Dieudonné, l'OBB, nous écrit de Bangui en République centrafricaine. Il nous dit au village pour contempler la beauté de la nature et voir comment les gens vivent à l'africaine. Solidarité, contes autour du feu, histoire sur les origines de la tribu et apprentissage des valeurs ancestrales. La vie au village est super, dit-il. Un commentaire à Conakry en Guinée d'Aïcha Kadjaliou. Elle dit ceci: moi je préfère aller faire la fête en ville. Je suis fatiguée du calme dans mon village. Je veux aller danser et rencontrer du monde. Norbert Dibelaï, Kananga RDC, au village natal pour être plus proche de la réalité de chez nous, mais tout en étant prudent avec les sorciers du village. Ginola Kanzanga à Brazzaville au Congo, au village, tout en me mettant au même niveau que les villageois, ne te montre pas plus intelligent, ne les méprise pas, sinon tu ne vas pas rentrer en ville. Pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos différents points de vue. Roger, c'est bientôt le moment de prendre une courte pause. Je compte sur toi pour me raconter ce que tu vas faire pendant tes vacances. Pour ma part, ça sera San Pedro en Côte d'Ivoire. Et vous, on se donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. Et moi j'aimerais bien aller passer mes vacances à Kikwit, comme je ne suis jamais allé à Kikwit, alors pourquoi pas. Vous et nous, part 2. Yes, it's time to learn a word or an expression in English. Vous avez compris, c'est la leçon d'anglais de Michel Joseph de Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre,
Un tête-à-tête, mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais si vous le souhaitez sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité, le monde du cinéma ivoirien, disons plutôt le monde du cinéma africain, pleure une grande actrice qui s'est éteinte tout dernièrement à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer. Je parle d'Angéline Dadje. Elle jouait la sévère maman de Boïri dans le téléfilm à succès Ma Famille. Et elle n'en demeure pas moins reconnue pour son talent d'interprétation, même si on la connaît plus dans les téléfilms. Elle va beaucoup nous manquer, Yako à nous tous, et particulièrement à sa famille biologique et artistique. Toujours dans l'actu, les héritiers de Prince s'apprêtent à sortir un album posthume du chanteur et musicien phare de la fin du XXe siècle. Le premier opus inédit depuis sa mort qui s'avère prophétique sur les tensions des États-Unis aujourd'hui. Racisme, division politique, technologie, désinformation. Welcome to America, un album de 12 chansons achevé en 2010, mais conservé pour des raisons inconnues dans la célèbre chambre forte du chanteur à Paisley Park, près de Minneapolis, semble augurer des crispations sociales actuelles aux États-Unis. Alliant lyrisme et funk langoureux, Prince y décrit sa terre comme le pays de la liberté, tout autant que celui des esclaves. L'artiste mort à 57 ans le 21 avril 2016 après une overdose accidentelle de fentanyl ignorait que 4 ans plus tard, sa ville serait secouée par la colère et les manifestations après la mort de George Floyd. C'est comme si Prince savait, en tout cas. I can't wait, j'attends cet album, je veux vraiment l'écouter, prendre mon temps, bien déguster cet album. Écoutez, vous et nous allons à présent plonger dans l'ambiance des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo dans son segment Sportissimo. Salut Roger, les Jeux Olympiques se poursuivent avec des médailles qui tombent à compte-gouttes pour les Africains. Des pays comme le Burkina Faso n'ont toujours aucune breloque olympique dans leur escarcelle dans l'histoire des Jeux. Cette année, le pays a de fortes chances de décrocher une dans la discipline du triple saut. Son athlète, Fabrice Zango, spécialiste du triple saut, présent au JO, est détenteur du record du monde en salle. Au début de l'année, il a réalisé un saut de 18,07 m. Le Burkina Faso compte donc sur lui pour remporter sa toute première médaille olympique. Ils sont 7 athlètes burkinabés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Hugues Fabrice Zango en triple saut, le grand espoir. Marthe Kouala en heptathlon et en 100 mètres haies. Paul Domo en cyclisme. Faisal Sabadogo en taekwondo. Lucas Diallo en judo. Angélique Ouedraogo et Adama Ouedraogo en natation. Dans les rues de Ouagadougou, on pense que le Burkina fera sensation à ces Jeux. Selon moi, à mon avis, en tout cas, le Burkina Faso pourra décrocher quelque chose cette année. Pour moi, je pense que c'est possible. Oui, avec l'athlétisme, surtout avec Fabrice. Il est très bon. Je pense qu'il va faire des merveilles cette année. Fabrice Zango, c'est plusieurs meetings en cette année 2021, plusieurs médailles d'or remportées. Il a déjà remporté une médaille au championnat du monde. C'était une première pour le Burkina et on espère en tout cas qu'il mettra tout en œuvre pour offrir au Burkina sa toute première médaille olympique. Hugues Fabrice Zango est le porte-drapeau de l'équipe burkinabé présente à Tokyo. Des athlètes qui suscitent beaucoup d'espoir et beaucoup d'engouement pour les Burkinabés. Jamais dans son histoire, le Burkina n'a pu glaner une médaille olympique. Vous le savez, depuis les JO de Rio en 2016, les athlètes réfugiés concourent sous la bannière de l'équipe des réfugiés admise par le Comité international olympique. Pour ces JO de Tokyo, cette équipe regroupe 29 athlètes et parmi eux, l'haltérophile camerounais Cyril Tchatché II
Réfugié à Londres en Angleterre avant son départ pour Tokyo, où il va concourir dans la catégorie des 96 kg le 31 juillet, Cyril explique comment le sport a changé sa vie. Cyril Tchatchet II se prépare à entrer dans l'histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo, 7 ans après s'être retrouvé sans abri et sans argent au Royaume-Uni. En juin, l'haltérophile camerounais a été officiellement sélectionné dans l'équipe des réfugiés du Comité international olympique, faisant de lui le premier athlète olympique réfugié basé au Royaume-Uni. J'ai l'impression que cela m'a un peu ramené à la vie parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas participé à une compétition internationale. L'athlète né à Yaoundé a représenté le Cameroun aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow avant d'apprendre qu'il n'était pas prudent pour lui de rentrer chez lui pour des raisons qu'il préfère ne pas révéler. Il a fui la base de l'équipe et s'est retrouvé sans abri pendant 2 mois à Brighton, une ville du sud de l'Angleterre. Tchatchet II a trouvé du réconfort dans le sport et a pris d'assaut l'haltérophilie britannique, remportant 5 titres anglais, 3 titres britanniques et 5 records nationaux. Il a désormais hâte de faire valoir son talent à Tokyo au nom de tous les réfugiés du monde, dit-il. Une responsabilité que supportent pour le moment les épaules de Cyril Tchatchet II. Le Camerounais entre en compétition le 31 juillet dans la catégorie des 96 kilos. On s'arrête ici pour Sportissimo cette semaine. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Merci Yacouba, à très vite. Avec Ida B, son dernier album de reprise, la chanteuse centrafricaine Massanga veut redonner les lettres de noblesse aux classiques de la musique centrafricaine. Son but est de les faire connaître aux personnes plus jeunes et aussi aux personnes qui ne sont pas centrafricaines. Alors, plusieurs titres ont déjà rencontré un succès. Elle présente maintenant Tanguay, et pour mieux la connaître, je vous propose de découvrir un extrait de l'interview que j'ai menée tout dernièrement en région parisienne. Alors la musique, je dirais que je suis née avec, on va le dire comme ça, parce que quand j'étais toute petite, à l'âge de 3 ans, j'ai composé ma première chanson. En fait, j'avais une tante qui s'occupait de moi, je pensais que c'était ma maman. Donc à chaque fois qu'elle partait et qu'elle me laissait toute seule, je chantais derrière elle, je pleurais derrière elle en chantant. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, c'est arrivé comme ça, voilà. Et il y a aussi mon père qui aimait beaucoup la musique, il jouait du saxophone. Donc voilà, j'ai grandi avec la musique autour de moi. Voilà. Moi je chante principalement en sango. Il y a des fois où je mets un peu de français pour permettre à d'autres personnes de découvrir, de mieux comprendre ce que, sans que je sois là, de comprendre ce que je raconte. Donc c'est vraiment pour mettre en valeur la langue sango que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément. Et en fait, le sango, comment l'expliquer, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. J'aimerais que les personnes dans le monde entier puissent découvrir ce que c'est vraiment le sango. Alors, j'ai un album de 9 titres qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, principalement sur YouTube, parce que c'est d'abord sur YouTube. Et Ida B, c'est un mot en sango qui veut tout simplement dire « souvenons-nous d'eux » ou « pensons-y, pensez ». En fait, c'est des reprises, des chansons qui ont bercé mon enfance, que j'ai préparées à ma sauce. Comme on dit souvent, c'est dans les vieilles casseroles qu'on prépare les meilleures sauces. Donc j'ai pris ces chansons-là, je les ai personnalisées et j'en ai fait un album. Alors j'ai 4 reprises. J'ai notamment Rossignol de Singila. J'ai fait Rossignol de Singila. J'ai fait Ousmane Bakayoko également dans ce single, enfin dans cet album. Et j'ai 4 autres titres qui ont été composés par moi directement. Waouh! Et Kia, merci pour cette belle découverte de Massanga. Voilà, nous vous invitons maintenant à découvrir un festival qui a mis en exergue plus de 200 écrivains, poètes et artistes partageant leurs idées et leur savoir-faire. Ces créateurs dans l'art de la narration ont exposé leurs œuvres au festival littéraire d'été dénommé 1455 Summer Literary Festival. Gaby Dorsil nous rappelle dans ce récit que cet événement
événement virtuel gratuit et patronné chaque année par plusieurs universités de l'État de Virginie. Suivez. Le festival littéraire annuel d'été 1455, d'une durée de 3 jours, s'est tenu en ligne à la mi-juillet en raison des effets persistants du Covid-19. Pourtant, il a accueilli plus de 70 entretiens entre auteurs et lecteurs. Le format virtuel a contribué à attirer une foule plus internationale aux sessions sur la narration, explique le directeur du festival, Sean Murphy. Nous voulons interroger et considérer la narration comme une forme d'art sur pratiquement toutes les plateformes. Et bien sûr, cela inclura la fiction littéraire, la poésie, l'écriture et le journalisme. Mais nous examinons également les reportages sportifs, les reportages politiques, la danse et les arts de la scène. Vraiment, nous essayons de jeter un coup d'œil sur ce que signifie la narration. La tête d'affiche du festival cette année était Douglas Stuart, un écrivain et créateur de mode écossais-américain. Son premier roman, Suggy Bane, a reçu le Booker Prize 2020. Stuart a fait le récit de son passage à l'âge adulte dans l'Écosse des années 80, alors qu'il vit à New York et travaille dans l'industrie de la mode. Le manuscrit a été rejeté plus de 40 fois par les maisons d'édition, dit-il. J'étais tellement excité quand Souji allait rejoindre Le Monde en février 2020. J'attendais ce moment depuis si longtemps et vous pouvez probablement imaginer ma déception lorsque mon livre arrive dans une librairie en février, puis une semaine plus tard, le magasin ferme à cause de la pandémie. L'océanographe et militant écologiste américain Philippe Cousteau Jr. a présenté sa série de livres pour enfants sur les espèces animales menacées. Mon grand-père Jacques Cousteau était le défenseur de l'environnement de renommée mondiale, explorateur des océans et conteur, puis mon père Philippe Senior également. Je viens donc d'un héritage de plusieurs générations de conteurs, reconnaissant que les histoires sont essentiellement le langage de l'apprentissage. Le festival s'est terminé par l'attribution de plusieurs prix. Par exemple, l'auteure, journaliste et animatrice de la chaîne télé CNN, Lisa Ling, a été récompensée comme conteuse de l'année. Elle dit qu'il est facile de voir le monde sous un nouvel angle. Tout ce que vous avez à faire est de quitter votre petite bulle et très souvent, vous n'avez même pas besoin de quitter votre bulle si vous vous engagez simplement avec les gens qui vous entourent. Les jeunes poètes ont également reçu des prix bien mérités. Sur les 160 candidatures, 10 ont été sélectionnés comme lauréats. Merci pour la découverte de ce festival virtuel que je ne connaissais pas et auquel je vais vite remédier en vraiment le parcourant de plus près. C'est toujours très intéressant de faire la découverte d'artistes et aussi de connaître de nouveaux auteurs, car lire, c'est toujours très intéressant pour l'imagination, pour la concentration, pour l'orthographe et même pour se changer les idées. Alors, merci pour ce reportage. C'est déjà le moment de se quitter. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, vos remarques, les sujets que vous aimeriez que nous puissions aborder, car c'est votre émission. Un clin d'œil particulier aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent au Rwanda, également au Niger, mais aussi en Côte d'Ivoire. Un grand merci, bien évidemment, à nos chaînes partenaires et à tous nos collègues qui nous aident à la mener et à la monter, cette émission. Et comme il est déjà coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Bye.